Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te partage la suite de mon échange avec Milly Morin, et on a parlé du sujet des instincts, mais dans le lien aussi avec des notions comme le choix, le consentement ou la motivation intrinsèque. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, donc l'épisode précédent, je t'invite à le faire maintenant. Et sinon, c'est parti pour la suite de cette interview. Et dans cette vision-là, on a toujours, nous, ce contrôle sur ce que fait le cheval par le conditionnement parent, par les renforcements. Et toutes ces questions autour de l'instinct, de la motivation intrinsèque et tout ça, c'est de revenir à qu'est-ce qu'on met avant, comment on rend les choses intéressantes de base pour le cheval, pour diminuer l'importance de tous ces conditionnements qu'on met après. Et c'est pas facile. Mais du coup, ça implique de se questionner sur ce qu'on propose au cheval et pas seulement comment on l'encourage à répéter ses comportements. Oui, je trouve que tu le nommes vraiment bien, c'est ça, puis c'est le renforcement, qu'est-ce que moi je peux apporter au cheval, comme tu dis, puis utiliser l'instinct, utiliser la motivation intrinsèque. En anglais, ils disent « what's in it for me », mais qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce que moi j'ai à gagner? Qu'est-ce que ton cheval a à gagner à faire ça? Puis oui, le choix est un motivateur. C'est pas écrit dans aucune recherche scientifique. J'ai jamais lu ça nulle part par rapport au cheval, mais le choix fait partie des renforçateurs primaires. Moi, j'avais suivi un webinaire de Suzanne Friedman, donc justement sur ça, et elle en parlait. Ah bon. Moi, j'ai pas vu cela, puis je l'ai rarement lu dans la littérature scientifique quand tu suis ton cours en éthologie ou pas en éthologie avec le bâton carotte puis le licou, là. La vraie éthologie, étude de la science du comportement, mais quand il parle des renforçateurs primaires, il parle de la bouffe, il parle du jeu, mettons chez le chien, mais le choix, juste le fait d'avoir le choix pour l'animal, ça fait partie des renforçateurs primaires et le fait d'exprimer les comportements instinctifs aussi peut faire. C'est difficile, puis ça dépend parce que le côté négatif de l'instinct, c'est que c'est très, 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 très instable dans le temps. Ça nous prend un conditionnement si on veut une expression répétée et stable de l'instinct. Mais juste à la base, le fait que le cheval puisse exprimer ses comportements naturels est une motivation intrinsèque et quelque chose qui va s'auto-renforcer. Oui, ça a du sens. C'est la définition de la motivation intrinsèque, c'est ça, c'est quelque chose qui a du sens pour l'individu. Les instincts, ça a du sens pour l'individu, en fait. C'est des comportements dans lesquels ils vont trouver du sens. Enfin, parler de l'exploration, de la curiosité, c'est quelque chose qui, en soi, est pertinent pour le cheval. Après, on peut dire oui, c'est parce que comprendre son environnement, ça permet d'être en sécurité. Enfin, on peut aller creuser le pourquoi, mais en soi, c'est quelque chose qui a du sens pour le cheval et que du coup, il va l'exprimer beaucoup plus facilement. On peut aller chercher le pourquoi, on peut aller chercher le comment aussi. Quand on sait que le cheval, son système olfactif est le seul sens qui est relié directement dans son cerveau, que c'est des systèmes qui sont extrêmement dopaminergiques, le fait de sentir des trucs, d'explorer avec son nez, fait en sorte que la chimie du cerveau va changer. Quand on va parler du grattage, du grooming, des choses comme ça, où est-ce qu'on va avoir une sécrétion d'ocytocine, on va venir influencer la chimie du cerveau. Donc, en exprimant les instincts, on a le pourquoi qui fait du sens, mais on a le comment que ça va venir sécréter chimiquement des neurotransmetteurs qui vont venir permettre de balancer le cerveau. Ouais, mais là, on pourrait dire le renforcement positif, ça crée de la dopamine. Mais pas pareil. C'est le pas pareil qui est important. Oui, le pas pareil, c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément la même chose. Et oui, on a des cycles de dopamine en lien avec le renforcement positif, que ce soit à la réception de la friandise ou que ce soit à l'attente de la réception de la friandise. Fait qu'on peut avoir deux cycles de dopamine, mais le fait juste de sentir, il n'y a pas l'attente d'une récompense. La récompense immédiate étant juste l'action de le faire, puis c'est Rachel Dreismer,
la personne qui a écrit le livre sur les signaux d'apaisement et le pistage, qui dit, tu sais, si tu te promènes dans un magasin, juste prendre un tissu doux, puis être dans le tissu doux parce qu'il est doux, puis t'es comme, oh my god, wow, tu veux pas te rendre compte? Personne qui va te payer 50 euros parce que t'as flatté une couverte, là! Puis juste genre, oh my god, wow! Puis là, la chandelle, là, elle sent bon, puis oh, regarde, c'est là les couleurs, mais le cerveau, il fait plein de neurotransmetteurs contents, juste, juste comme ça. Puis on peut faire ça avec le cheval. Faut bien se dire, je peux faire ça avec mon cheval, quoi. Enfin, enfin, c'est pas je le fais avec mon cheval, c'est ce qu'on fait ensemble lui apporte ça. C'est ça aussi qui est assez génial. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'on peut pas, tu sais, si t'es blasé de la vie, puis la personne te dit, touche la couverte, je vais te donner 5 $, t'es comme, très douce ta couverte. J'ai tous ces comportements de flatter la doudou douce. Mais je m'en fous de ta doudou! Même si elle est douce, même si tu me donnes 5 $, je vais être bien content de recevoir le 5 $, mais l'état chimique de mon cerveau, de curiosité, d'appréciation de la sensation physique n'y est pas. Fait qu'on peut artificiellement créer le comportement. Ça veut pas dire qu'on va venir déclencher le cerveau dans son potentiel. Ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait des chevaux qui n'ont pas la joie dans le mouvement. Bah, c'est ça, en fait. C'est le comportement du mouvement qui est là. Et il n'y a pas tout le système chimique dans le cerveau qui fait oh, je bouge, c'est cool de bouger. Oui. Et je vais aller explorer le mouvement, déployer, puis je vais bouger plus, puis moins, puis plus fort, puis moins fort, puis peut-être même maladroitement. Et t'as vu l'humaine, ce que je peux faire? Je suis trop fort. Bon, des fois, t'as vu comment je me cabre bien? Ouais, oui, s'il te plaît, un peu plus loin de moi, mais c'est très très beau. Mais plus loin de moi. Oui, il me l'a fait, mon cheval, l'autre jour. Il part à courir en avant de moi, il se cabre pas dans la vie. Ben oui, mais non. Quand, hors de ses réflexes de défense, il ne se cabre pas habituellement. Il se cabre dans le cadre d'interaction entre chevaux quand ils cherchent de la stimulation puis qu'ils vont embêter les autres. Parfois, il va se cabrer dans ces sphères-là. Mais avec moi, c'est pas un comportement récurrent. Puis l'autre jour, il part à courir à côté de moi, il arrête dos à moi, à une dizaine de mètres en avant, puis pas une, mais deux fois, il se lève, mais genre, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? Il me regarde, il était comme, ah! Mais oui, bravo! Je sais pas quoi faire avec ça, mais C'est cool. pouvoir attribuer un état de façon très arbitraire à mon cheval, j'aurais dit satisfaction. Satisfaction de quoi? J'en ai aucune idée, mais il avait l'air comme oh! Check ça! Puis, à quelque part, c'est beau, mais c'est hors de notre contrôle, puis on nous vend beaucoup le contrôle du cheval. Mais hors de contrôle ne veut pas dire dangereux. Ouais, ça c'est important. Oui. C'est correct des fois d'avoir un cheval hors de contrôle. Moi, j'accepte bien le fait d'avoir un cheval hors de contrôle. Mais la sécurité, elle vient pas forcément du fait de contrôler le cheval. Faut qu'il y ait du contrôle, mais ça peut être le cheval qui a du contrôle de ce qu'il fait et qui sait que bah il faut pas mettre en danger l'humaine dans ces conditions-là, quoi. Oui, oui. Ou un cheval qui n'a pas envie. Je vais m'écarter un peu du sujet, puis dire souvent, les gens me disent, ah, il faut que le cheval, il apprenne qu'il ne peut pas bousculer l'humain. Mm. Puis j'ai une vision différente de ça. Moi, je veux que mon cheval sache qu'il peut me bousculer. Parce que je veux un cheval qui fait attention à ne pas me bousculer parce qu'il n'a pas envie de le faire. J'ai un cheval qui fait attention à moi, pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il ne veut pas, parce qu'il sait qu'il peut. Mm. Je sais que c'est pas une opinion, parce que ce n'est qu'une opinion, qui fait forcément l'unanimité. Et j'ai aucun problème à ce que mon cheval sache qu'il peut me faire mal. Une de mes grandes curiosités avec mon cheval, est-ce que je le ferai avec tous les chevaux? Non, on demande souvent la confiance du cheval. Mais rarement est-ce qu'on leur accorde le même niveau de confiance et de je suis vraiment pas sûre de ton affaire, mais je vais l'essayer quand même. Je me suis posé il y a quelques années la question, est-ce que le cheval peut développer l'inhibition de morsure? Mhm.
Parce que je ne suis franchement pas convaincue que ça fait partie du répertoire comportemental fondamental du cheval. Donc, le chien, je sais, les chiens ont l'inhibition de morsure. Les chevaux, je me demandais. Et pour savoir ça, j'ai mis mes doigts dans la bouche de mon cheval et j'ai laissé mon cheval me mordre. Mhm. Et tu sais, quand ils sont là, puis ils mordent de plus en plus fort, des fois, il y en a qui mordent pour faire mal, mais il y en a des fois qui mordent, puis plus que ça va, plus qu'ils serrent. Ben, quand ils serraient pas assez fort pour me faire mal, mais assez fort pour que je sente bien ses dents, je m'écriais « Ouch! » pour qu'il lâche mes doigts. Mm. Après quelques reprises, mon cheval est capable de prendre mon doigt entre ses grosses dents, d'accoter ses dents sans me faire mal. À mon grand étonnement, mon cheval a développé une inhibition de morsure Ce qui est cool. qui a été renforcée avec du renforcement positif, je l'avoue, mais j'étais pas certaine que ça allait être Mm. un comportement spontané et naturel du cheval, donc je me suis aidée par un renforçateur externe, mais quand que, tu sais, la vulnérabilité de ressentir d'avoir tes doigts à la merci des grosses dents du cheval par curiosité Faut oser. personnelle de savoir est-ce qu'il peut s'empêcher de me mordre. Faut oser. Oui, mais pas faire ça à la maison. C'est pas une bonne idée. J'ai pas toujours des bonnes idées. Moi, j'ai des curiosités avec les chevaux qu'il faut pas aller explorer des fois dans le commun des mortels. Non, mais j'essaierai pas avec First. Mais je sais pourquoi. Enfin, je sais quand les morsures reviennent, c'est qu'il faut que j'appelle le dentiste. Ah, il y a ça aussi. Et des fois, c'est juste ça. C'est ah, là, c'est le moment. Il y a un sens en général derrière sur ce comportement. Oui. Mais bah, moi, c'est un truc, c'est. Ma jument, elle se gratte sur moi. Elle se frotte sur moi à la tête. Mais ça me fait rire, en fait. J'ai des fois, même en vidéo, elle me pousse, quoi, tellement elle se frotte fort. Mais c'est parce que, bah, ouais, mais c'est pas parce qu'elle me confond avec un poteau, en fait. Elle sait très bien que je suis pas un poteau. Mais c'est cool de se gratter sur l'humaine, en fait, c'est confortable et tout. Donc, Oui. voilà. Puis elle sait qu'elle a le droit, donc elle y va. Oui. Mais c'est ça, c'est pas une question de dominance, c'est pas une question de manque de respect, puis c'est juste une question de, dans votre relation, c'est quelque chose qui est accepté, puis je trouve que c'est magnifique. C'est ça. Mm. Non, même si en ce moment, c'est plutôt. J'arrive à me monter les fesses. Ok, on va faire des gratouilles. Ah, les fameuses gratouilles derrière. Mais ça aussi, ça fait partie. T'sais. Puis en même temps, il y a tout le temps le renforçateur qui joue là-dedans. Fait que, plus que Mm. tu vas, plus que tu grattes Ben les oui. fesses, ben plus que tu as de chances d'avoir le comportement, je te montre les fesses pour que tu me grattes les fesses. Puis qu'est-ce que tu acceptes dans ta relation? Qu'est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que toi, tu as peur? Tu sais, est-ce que Ben oui. toi, humain, tu es bien avec ça ou pas? Parce que on n'est pas obligé de tout accepter les mêmes choses. Les chevaux, aussi beaux que tragiques, sont particulièrement malléables. Certains plus que d'autres, mais j'ai des gens qui ont fait pendant des fois des années dans une direction avec un cheval. Puis un jour, on arrive et je dis hey, on va changer les règles du jeu pour améliorer ta relation avec ton cheval. Ce que j'appelle les règles du jeu, c'est les règles implicites et explicites fondamentales à la relation. Là, les chevaux s'adaptent très rapidement pour la majorité. Mm. Oui, bah quand tu vois, ou les chevaux qui sortent de club, qui se retrouvent avec un propriétaire, qui ont complètement un changement de façon de faire. Même le fait de passer sur de l'équitation éthologique à un renforcement possible, c'est complètement des attentes différentes. C'est vrai que finalement, des fois, c'est les chevaux s'adaptent plus vite que nous. On parlait du lâcher-prise tout à l'heure, des fois, c'est un peu ça. Eux, ils y arrivent. Nous, c'est un peu plus compliqué, mais eux, ils y arrivent, Oui, quoi. l'humain a beaucoup de résistance, bien souvent. Et on parlait des instincts du cheval. Les humains n'ont pas des instincts très forts. J'en connais bien que ben des humains que l'instinct de survie est clairement pas assez développé. Vu comment ils agissent dans la vie de tous les jours et dans leur interaction avec leurs chevaux, je veux dire un petit peu plus d'instinct de survie, ça serait bien. Mais on ne nous encourage pas à développer nos instincts. Puis en entrant dans le monde du cheval, on ne nous encourage pas non plus à écouter nos instincts. Écouter le je le sens pas, ça, ou le je le ferais comme ça. Mm. Quand il n'y a pas trop de logique consciente en arrière de ça, combien de personnes que je rencontre, des cavaliers depuis des années, entrent en contact avec les chevaux, puis les chevaux réagissent,
un débutant qui n'a jamais vu un cheval, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, présente sa main, bonjour cheval, fait un contact olfactif avec le cheval. Lequel des deux est le comportement naturel du cheval? Arriver, puis je te tapote d'en face, puis moi, j'ai pas peur, puis gratte au garrot, puis ah ouais donc, ou une petite déférence, respect de la bulle mutuelle, puis faire bonjour, un contact. Bonjour, je te connais pas. On prend contact doucement, quoi. Peut-être se serrer la main avant de se faire la bise, hein. Mais je sais pas, tu sais, le comportement naturel n'est pas par. Mm. Ouais. Tu me fais penser, tu vois, je trouve que souvent, je dis, les mécanismes qu'on a avec les chevaux sont assez systémiques et en fait, on les retrouve dans nos interactions avec les autres humains. Et quand je t'entends dire ça, je me dis, mais en fait, bah, c'est peut-être aussi parce que bah, on éteint nos instincts, on éteint les instincts des chevaux, mais aussi entre humains, on a les mêmes fonctionnements et comme on n'apprend plus, nous, à les prendre en compte et au contraire, on apprend plus à pas s'écouter, bah, on fait pareil quand on interagit avec nos animaux ou avec d'autres personnes, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est frustrant d'être en lien. J'ai la phrase de Marshall Rosenberg qui dit Nice dead people. Des gentilles personnes mortes. On nous apprend à être, depuis notre plus jeune âge, des gentilles personnes mortes. Mais quelqu'un qui n'est pas forcément gentil, sans forcément être violent, mais qui cherche pas forcément à être gentil, ça te dérange. Mm. C'est mal vu en société, la Mm. personne qui va juste faire bah non. Viens-tu souper chez moi? Non. C'est pas non à toi, c'est pas non à ma relation avec toi, c'est pas non à l'amitié, c'est pas non, je me trouve une excuse pour faire en sorte que ça passe bien. C'est juste purement, simplement, juste ça, tout ça. Non, ça dérange. C'est pas confortable. Puis on a de la difficulté à dire. Combien de personnes ont de la difficulté à dire non et à recevoir un non de la part d'êtres humains? Savoir un nom de la part d'un animal, quatre pattes, sa queue, puis ses oreilles, puis ça se prend pour quelqu'un, puis ça va dire non. En plus, des fois, ils vont dire va chier, mange la marde. C'est dur à prendre. Mm. Et puis on surinterprète le nom. Alors, on le prend toujours personnellement, quoi. Comme s'il devait forcément y avoir quelque chose qui était soit de notre faute, enfin, soit que ce soit un indicateur qu'on n'est pas une bonne personne ou que l'autre nous aime pas. Enfin, on va chercher une explication au-delà juste du comportement, enfin, de la personne bah voilà, ici et maintenant, c'est non, quoi. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Si j'ai un cheval, même dans toute cette conversation-là qu'on a, oui, il y a des nuances. Mais si j'ai un cheval que je lui pose une question puis qu'il me répond non, ça peut peut-être juste vouloir dire non. Point! Ce que je disais je revenais à ce que je disais tantôt, le désavantage, le grand désavantage des instincts, c'est que c'est extrêmement instable. Donc, c'est pas stable dans le temps comme un apprentissage qu'on va faire. Si tu arrives à ton cheval pendant qu'il mange, que tu viennes pour faire tes gratouilles puis qu'ils disent non. Si tu arrives à ton cheval pendant qu'il dort, ça se peut que tu arrives pour faire tes gratouilles et qu'ils disent non. Pendant qu'il est dans sa période où est-ce qu'il a envie de trotter, de galoper et de courir dans le vent, peut-être pas le bon moment non plus. Ça veut pas dire que le cheval est brisé si tu es capable de. Si c'est toujours non puis qu'il n'y a jamais rien, c'est un indicateur de d'autres choses. Sauf que je prends les gratouilles comme exemple, mais c'est bon pour tout. Tu sais, si je présente de l'exploration à mon cheval qui essaie juste de faire la sieste, ben non! Enfin, voilà. Fait que, Tu veux me faire là, là, non. ben, tu veux-tu sortir? Non. Mais est-ce que c'est vraiment le fait que c'est instable ou est-ce que c'est plutôt l'idée que c'est contextuel et que bah il y a des raisons qu'on connaît pas forcément qui fait que c'est pas l'instinct pertinent à ce moment-là? Euh, tu pourrais le dire comme ça. Quand que je dis instable, c'est que ça fournira pas une réponse stable dans le temps. Alors, je peux pas m'attendre à ce que toujours, en tout temps, est-ce que le cheval va fournir le comportement que je désire de la façon que je le désire selon l'expression de l'instinct si je ne suis que sur l'instinct. Ouais, tu peux pas coder les instincts. Non, ben oui, mais non. C'est là où on revient au début de la conversation, où est-ce que c'est une ligne qui est extrêmement fine. Par exemple, un des instincts que j'aime beaucoup chez le cheval, qui est un instinct qui est plutôt simple, c'est le suivi. Mhm. C'est très pratique d'avoir un cheval qui suit. Les chevaux sont programmés pour marcher ensemble.
Ça suit. C'est capable de suivre un congénère. Et si je demande l'instinct de suivi si ça va bien, sauf que si mon cheval n'a pas envie de me suivre, que je suis pas capable de déclencher l'instinct de suivi et que j'ai aucun comportement conditionné qui va dans ce sens-là, la journée que j'ai besoin de le sortir du package et que lui, ça ne tente pas, j'ai rien si j'ai pas bâti un apprentissage. Donc, j'ai besoin des conditionnements pour aller chercher un comportement spécifique lorsque l'instinct ne s'y prête pas. Aussi. Ouais. C'est là que ça devient con. Comment on navigue cette fine ligne-là? Je pense que je gagnerais un prix Nobel si j'avais cette réponse-là. Euh, je, je ne sais pas. Ça dépend du cheval, ça dépend du propriétaire, ça dépend du contexte, ça dépend de l'urgence, je pense que ça dépend de plein de choses. Un de mes guides internes, ce que j'essaie de transmettre à mes élèves, c'est de me poser la question à quel point est-ce que j'en ai besoin maintenant? Le vétérinaire arrive pour un examen crucial. Je m'en fous que ça soit pas ton moment et que t'aies pas envie. Genre, c'est là, là. Il y a quelque chose de vraiment important. C'est maintenant que ça se passe. J'ai besoin d'avoir un conditionnement qui va prendre le dessus sur l'instinct du cheval que, ben non, lui aurait préféré être gratté à ce moment-là puis qu'il veut pas vraiment te suivre. Ben non. Désolé, c'est pas le moment. Mais quand que, au contraire, je perds, tu le vois pas, des fois on le voit avec un petit délai, mais que je commence à perdre des comportements naturels au détriment d'un cheval qui ne va que proposer des réponses programmées, là, je vais me dire, ouf, OK, on est en train de partir dans la direction opposée. Pas bon non plus. Ouais, c'est dur ça, hein, de se dire, est-ce que là, il fait juste des trucs que je lui ai appris, ou est-ce que il est encore dans son espace où lui, il peut faire des choses qu'il a envie de faire, de me proposer. Enfin, ouais, comme on disait, la ligne, elle est vraiment, mais tellement. Je suis d'un côté, je suis de l'autre. Oui, puis quand tu marches la ligne, vraiment sur la ligne, à être en parfaite concordance avec le cheval, mais c'est facile aussi de commencer à tirer la couverte de son bord, puis facilement, l'humain va se mettre à dicter parce que le cheval a une volonté de réciprocité, puis il écoute, puis ça lui fait plaisir jusqu'à un moment donné où est-ce que on peut venir empoisonner cette relation-là, même si c'est pas du gros empoisonnement, mais venir per perdre un peu la partie cheval, où est-ce qu'on passe d'une relation bidirectionnelle à un cheval exécutant, et là on perd Mm. dans l'implication du cheval. Ouais, c'est vraiment pas simple. Non, c'est vraiment pas quelque chose qui est simple, et surtout, en plus de ça, c'est pas quelque chose qui est tant discuté que ça. Comme on disait tantôt, on n'en parle pas, ça commence. Déjà, le renforcement positif commence à être un petit peu plus démocratisé dans les débuts. Les instincts, on a encore un train de retard ou deux en arrière de ça, là. Mais c'est même pas des choses que je vois beaucoup parler dans d'autres milieux, enfin, typiquement dans le monde canin ou dans d'autres milieux avec la relation à l'animal. J'ai pas l'impression que ça soit beaucoup discuté non plus. Enfin, je sais pas si toi tu le vois ou pas, mais Je pense qu'il y a des animaux, là c'est vraiment, je crois, qu'il y a des animaux que c'est plus toléré. Ou est-ce que nos standards sont moins grands en termes de conditionnement, donc, genre les chats. je m'en doutais que ça allait parler des chats. Les chats. Les chats, j'ai mes amis à la maison, le chat et mes perroquets, euh, très, très laxistes sur les conditionnements, là. Puis même quand tu regardes, à part leur enseigner, les conditionner à chanter, il y a beaucoup de choses au niveau des perroquets qu'on est comme, ah, tu sais, c'est un perroquet, il est fait de même, il fait ça. Tu sais, ça lui tente, il le fait, ça lui tente pas, il le fait pas. Tu sais, le chat, la même chose, le chat fait sa vie de chat, puis quand on se croise, on est content, puis après C'est ça, le ça. chat continue à faire son chat. Euh, Ça s'entraîne, un chat.
Ça s'entraîne super Mm. bien. C'est un peu Oui. compliqué parce que c'est souvent très opinionné et assez indépendant. Puis ça n'a pas la même relation à la nourriture que le cheval. Ça se démotive très rapidement. Puis garder l'attention puis la motivation d'un chat, c'est du sport. C'est un bon apprentissage. Ah, c'est un bon apprentissage. Quand on pratique le clicker, le chat pour la motivation, la poule pour le timing, le cheval pour la frustration. Et le chien, je sais pas c'est quoi les défis avec le chien. L'exécution, l'excitation, je sais pas. Ouais, je trouve que les chiens, moi, c'est justement de trouver cette autonomie. Parce que, enfin, moi, je vois que avec ma petite border, en fait, elle est tellement contente de faire des choses avec l'humain que prendre des décisions, c'est dur. Bon, c'est encore, elle a pas 1 an, donc c'est encore un peu un bébé, mais ouais, c'est ce côté, c'est un peu l'opposé du chat, quoi. Le chat, il est très très autonome. Le chien, il veut tellement faire des choses avec nous que c'est facile de lui proposer des choses et d'être celui qui guide les comportements. Oui. Ça me fait penser que j'ai eu une conversation justement cette fin de semaine avec une de mes amies qui est éducateur canin. Puis on parlait, parce que j'ai fait un live dernièrement sur Facebook qui a pas fait l'unanimité, où est-ce que je parlais que moi, j'étais pas fervente de l'utilisation du renforcement positif chez les poulains. Euh, et justement pour ça, pour pas venir entraver le développement et l'expression des comportements naturels chez le cheval. Puis elle m'expliquait que elle le voyait aussi avec les chiens, dit les chiens de travail versus les chiens de maison. Les chiens de maison qui ont une vie. Parce qu'on va faire plein de choses Mm. avec le chien. Puis il n'y a pas forcément des bonbons au travers de ça, qu'il n'y a pas forcément tout le temps un renforçateur autre que le fait de faire sa vie en communion avec l'humain et au travers de ça, avoir des périodes de renforcement qui vont être un peu plus grands, où est-ce qu'on va cibler un comportement spécifique, entraîner le chien quelques minutes et voilà. Versus des chiens de compétition, des chiens de travail qui sont des machines où est-ce que tu sors le chien de son environnement, par exemple, tu sors le chien de sa cage et à partir du moment que le chien est en contact avec l'humain dit que le chien fait. Puis c'est Mm. exécute, 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 termine le travail, retourne dans ton environnement, retourne dans ta cage. Puis elle dit, c'est ça qu'on fait avec les chiens de travail. En fait, c'est des machines qui exprimeront aucun comportement naturel ou à peu près, et qui vont tout le temps être focusés sur l'humain, focusés sur la stimulation, la surstimulation parfois, à exécuter des commandes puis aller chercher le renforçateur externe. Puis elle me comparait ça au cheval, puis elle dit, tu sais, si à toutes les fois, surtout des poulains, des jeunes chevaux, mais ça peut être les chevaux en général, dépendamment de leur relation à la nourriture, puis les traumatismes qu'ils ont eu, puis il y a plein de choses qui viennent influencer ça. Mais tu sais, dès que tu arrives, tu prends ton cheval, bonbon, 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 remets ton cheval. Ben, en fait, c'est la même chose que de driller le chien de travail, où est-ce que on se ramasse, où on a beaucoup plus de risques de se ramasser avec un cheval qui n'ira pas forcément exprimer des comportements spontanés et naturels s'il n'y a pas le feedback de l'humain pour dire oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses, je te clique puis je Ouais. te récompense. Parce que le cheval va regarder le truc, va faire comme OK, je me dirige, non, il n'y a pas de bonbon, je déconnecte, c'est pas ça qu'elle voulait, je vais proposer un autre comportement ou je vais attendre une autre commande. Ou est-ce qu'on tombe dans, Mm. par le renforcement positif, par l'utilisation des bonbons, à l'autre côté, où est-ce qu'on a un cheval qui va revenir au manque d'initiative, aux non-expression des comportements naturels. Ouais, c'est ce que je trouve le problème de l'apprentissage sans erreur. L'apprentissage sans erreur, c'est sans erreur du point de vue de l'humain. Et du coup, on guide tellement le cheval dans le comportement, on décompose tellement qu'il fait ce qu'on lui amène à faire. Mais on n'est plus dans cette expression de ces comportements qui peuvent être les siens, quoi. Donc ça part d'une idée positive de je veux éviter de la frustration à mon cheval et tout ça, et c'est montrer que ça marche. Mais je trouve que justement, on est complètement dans ce côté, bah, je vais conditionner, je vais découper tellement en petits morceaux que mon cheval, il aura plus cet espace de me dire ce qu'il a envie de faire, quoi. Ouais. Amen. Je ne savais pas quoi ajouter à ça. Je suis juste comme, mais oui, juste oui, parce qu'on associe l'erreur à la frustration, mais l'erreur, ça peut aussi être le cheval qui propose. L'erreur peut être
une idée d'un nouveau comportement à cliquer ou juste de regarder le cheval en mode tu fais ça, toi! Et c'est tout! Ouais. Et un peu de tout ça. Enfin, moi, dans ma philosophie là aujourd'hui, j'essaie justement de réduire cette valeur de la récompense. Donc j'étais au bouchon de foin, je suis en train de tenter carrément du foin. Le foin. Alors du foin pour rongeurs, ça marche mieux parce que leur foin à eux, ils en veulent pas. Mais genre le foin en petite fibre là pour les rongeurs. Et justement pour diminuer encore cette valeur de la récompense et de l'utiliser comme un outil de communication. Donc justement, en fait, je suis dans du sens d'erreur, mais parce que toutes ces propositions peuvent être valables. Donc, on va essayer d'aller justement vraiment agrandir cette possibilité des choses possibles en valorisant ce qu'il va proposer plutôt que d'être dans l'idée il peut faire qu'une seule chose. C'est un peu d'essayer de ce changement-là, de la façon dont aborder le renforcement positif, où justement j'essaie d'amener, de naviguer cette ligne entre le conditionnement et l'inné, et l'instinct, et voilà. Mais c'est une recherche déjà qu'il faut qu'on ait conscience que ça soit là, en fait. Questionner cet espace qu'on veut laisser au cheval à exprimer. Parce que ouais, le renforcement positif, c'est génial, ça apporte plein d'émotions positives et tout. Mais ça veut pas dire obligatoirement consentement, choix, de prise de décision. Ah non, tu peux absolument. Je sais que pour avoir dit ces phrases-là à certains publics, j'ai fait saigner des gens des oreilles, je le sais. Mais tu peux absolument contraindre un cheval avec des bonbons. Absolument. Bonbon n'égale pas consentement. Tout ce que tu viens de dire, bonbon égale pas émotion positive. C'est faux. C'est un raccourci mental grossier que de dire ah ben moi, on l'entend vraiment souvent. Ah ben moi, je vais changer l'émotion de mon cheval. Il a peur de quelque chose, donc je vais lui donner des bonbons en présence de cette chose-là, donc il va avoir une bonne émotion à la chose. Je dis pas que c'est impossible. C'est un peu plus complexe. Ouais, c'est ça. Bah, bah. Ouais. Oui, puis c'est pas une garantie de réussite. Absolument pas. Ça peut marcher, comme tout, ça peut marcher, mais non, non. Puis même quand ça marche, c'est pas forcément éthique. Ouais. Ouais, ça c'est important aussi. Ben oui, puis tu sais, ah, le cheval ne le fait pas. Moi, un principe que j'ai de la misère, c'est augmenter la valeur de la récompense. Quand il le fait pas, c'est ce que j'appelle faire la pute à son cheval. Genre, il te le fait pas pour 2 ben tu vas le faire pour 5 pour 100 pour 1000 jusqu'à temps que tu trouves son prix, puis tu vas le faire. Peu importe le prix, peu importe à quel point il faut que tu te piles dessus pour le faire, je vais te payer assez cher que ça te tente de le faire. Ça marche. Oui. Mais quand tu arrives avec des chevaux qui vont dépasser leurs limites physiques et émotionnelles, parce que là, on parle de l'émotionnel, mais ça marche pour le physique. Combien de chevaux que je vois courir dans des postures complètement atroces pour avoir un bonbon, avec la tête en fusée, l'encolure renversée, les gens sont genre « Wow, génial, mon cheval, il court dans son reverse front bend. » Je suis comme « Ouais, conflit de processus épineux, c'est ça que ton cheval écrit, là. » Mais Ouais. on arrive dans l'autre côté où est-ce qu'une utilisation à outrance des bonbons fait mais non, mais tu peux amener ton cheval à se mettre en immersion pour des bonbons, puis il te le dira pas, puis il va tout encaisser sur lui pour les bonbons parce qu'il veut tellement ses bonbons qu'il respectera pas du tout ses limites. C'est pas bien ça non plus, je suis pas d'accord avec ça, moi. Quand je dis c'est pas bien, c'est très subjectif en fonction de mes valeurs et de ma vision, ok? Je ne juge pas les gens, vous faites ce que vous voulez. L'efficacité ne suffit pas. Pour citer Suzanne Friedman, c'est pas parce que ça marche que ça suffit. Effectivement. C'est acceptable. Effectivement. C'est Marshall Rosenberg qui dit qu'est-ce que tu. Quand tu veux quelque chose de quelqu'un, puis lui, c'est en communication non violente, donc avec les humains, mais ça se transmet très bien avec les chevaux. Et question numéro 1 qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu veux que l'autre fasse? Ça là est facile. Question numéro 2, c'est dans quel état tu veux que l'autre le fasse? Ça vient relativiser beaucoup les choses. Ouais. Parce que si c'est pas à tout prix, ben, il faut pas agir comme à tout prix. On peut pas forcer quelqu'un, un autre de ses principes, on peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. On ne peut que lui faire regretter de ne pas avoir fait la dite chose. Et systématiquement, l'autre être vivant va nous faire regretter de lui avoir fait regretter. Peu importe la tournure, la façon que ça va prendre. C'est ouais, cette idée que, en fait, il veut pas le faire parce qu'il y a une valeur pour lui, et on a toujours un moyen de dépasser cette valeur.
dans ce qu'on va lui apporter. Et je le dis dans l'idée, bah, ton cheval qui refuse un obstacle et qui va sauter parce que tu mets un coup de cravache, parce que tu lui as fait plus peur ou plus mal que le refus de sauter, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Ton cheval qui voulait pas s'approcher d'un objet et qui va le faire parce que tu as donné des carottes, bah, c'est le même système en fait. Tu as dépassé sa limite, tu as dépassé son seuil de tolérance parce que tu lui as apporté un truc bah, qui était plus fort, mais ça reste bah, pas éthique parce qu'il n'est pas dans l'état, comme tu disais, que Oui, on voudrait qu'il ait, quoi. absolument. Puis c'est dur à accepter la limite de l'autre. Et pour revenir à l'instinct, j'essaie de ne pas perdre le sujet, on s'en va dans toutes les directions, c'est merveilleux. C'est pas grave, c'était le but aussi. On peut élargir. Mais tu sais, je revenais à l'instinct que les chevaux sont dotés d'instinct de sortie de zone de confort. Ah ouais. On n'a pas besoin de manuellement forcer la chose, on a juste besoin de développer les bons circuits, ça se fait tout seul. J'adore parce qu'il y a plein de choses que tu dis en fait, et je les perçois, mais sous un angle différent. Et je les aborde sur des concepts différents. Quand tu me dis ça, moi, je suis un peu sur l'idée, bah oui, d'apporter du challenge. Et c'est avec la notion de flow et tout ça. Et on se retrouve sur des points qui viennent autrement, mais renforcer la même idée. J'adore ça. Cette idée que, ouais, il y a cet instinct de sortie de zone de confort et ils en sont capables, mais que c'est pas forcément quelque chose de douloureux pour eux ou quelque chose d'inconfortable. On peut amener la sortie de zone de confort, mais en amenant du positif. C'est comme nous quand on fait du sport et qu'on s'éclate tellement qu'on se rend pas compte qu'on a été, on a fait une super séance qu'on n'aurait pas attendue. Et on a fait des efforts dont on se serait pas cru capable, bah, parce qu'on s'est amusé, par exemple. Oui, mais c'est exactement ça, ou parce qu'on a envie de se pousser, ou parce que tu sais que tu as le choix. Moi, je suis de. J'ai beaucoup de peur à l'intérieur de moi. Je suis rapidement peureuse. Souvent, j'ai peur des embarcations. J'adore l'eau, j'adore être sur l'eau, mais j'ai peur des embarcations bien souvent. Il y a plein de fois où est-ce que les gens, soit essaient de me pousser à monter dans le bateau, soit me disent, ah, ben, tu sais, tu préfères-tu ne pas le faire? Puis je suis comme, laisse-moi 2 minutes, là. J'ai peur, allons-y. 2 secondes, je vais y aller, j'ai juste besoin de paniquer d'abord. Ça veut pas dire que je veux pas. Puis il y a aussi ça, cet espace-là, tu parlais des entraînements sans erreur. Des fois, c'est d'amener le cheval, ce que j'appelle lui proposer. C'est de dire, hey, je te l'amène, il n'y a pas d'obligation en arrière de ça, mais j'arrête pas de stimuler pour qu'à un moment donné, le cheval fasse, OK, j'essaye. Ouais. Puis là, je suis capable de réceptionner. Puis son contraire étant, ou ces deux autres polarités étant, ben, mon cheval a peur, je lui propose pas. Je veux pas le forcer, je veux pas. Mais ça aussi, c'est dangereux. Parce que le cerveau, c'est pas un muscle, mais c'est tout comme si tu l'utilises jamais, il va jamais s'utiliser. Je reviens à mon exemple de si tu as passé 6 ans assis dans une chaise, quand tu te lèves debout, puis que les muscles forcent, non, 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 faut pas que tes muscles forcent, rassis-toi, ben tu vas rester assis toute ta vie. La zone de confort, la zone de tolérance que tu parles, moins qu'on est stimulé à l'intérieur de ça, plus qu'elle rapetisse, plus que le cerveau s'atrophie au travers de ça. Puis on se ramasse avec des chevaux qu'il y a une micro-variation et que là, tout est trop. Parce que leur zone est tellement réduite qu'ils sont plus capables de fonctionner à micro-stimulation. Puis tu as le contraire, de dire, ben non, moi je veux que mon cheval soit capable de sortir de sa zone de confort, mais je suis pas capable ou de créer ou d'attendre que les processus naturels soient assez forts pour le faire. Donc, je vais te forcer à le faire. Puis ça, c'est ce qu'on nous enseigne naturellement. Donc, je vais forcer le cheval, je vais tout le temps avoir à forcer parce qu'il faut forcer à l'extérieur de la zone de confort. Mais pas forcément non plus, parce que là, premièrement, le cheval n'apprend pas à lui-même réguler sa zone de confort, n'apprend pas à sortir lui-même de sa zone de confort. On a plus de chances d'entrer en résistance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce qu'on arrête de pousser, le cheval ne voudra pas sortir de sa zone de confort, puis ça devient un processus qui est complètement artificiel, au lieu de venir de l'individu ils ont les processus pour le faire. Ils en sont capables, faut leur faire confiance. Oui. Et, ouais. Et c'est un peu ça le déséquilibre des fois quand on veut tellement le bien du cheval qu'on n'ose plus faire les choses. J'en parlais là récemment, j'ai fait un podcast d'ailleurs qui sortira avant celui-ci. Et j'appelle ça la paralysie du positif.
On veut tellement le bien qu'on n'ose plus faire les choses et on n'ose plus proposer des choses au cheval. Mais on se retrouve, comme tu dis, bah, en fait, je développe pas le cerveau parce que il n'est pas entraîné, parce que je n'ose plus lui proposer des choses. Ouais. Et on revient sur, c'est compliqué en tant qu'humaine de trouver cet équilibre. Oui. Parce qu'on vient qu'on a peur de l'émotion du cheval, on a peur que. Mm, Puis c'est pas créer, c'est pas faire exprès, c'est pas faire de l'immersion, rien de ça, mais mm. proposer, stimuler, dire allô, ça existe, continuer à exposer le cheval au monde. Puis je pense que ça vient beaucoup, j'aime comment tu l'as décrit, mais avec le fait de tellement vouloir être dans le positif puis dans le bien avec le cheval que ben, au final, on a tellement peur de son refus, on a tellement peur d'une émotion, on a tellement peur d'une variation émotionnelle, on a tellement peur du stress, et j'ai fait partie de cette gang-là pendant longtemps, que de dire oh, mais faut pas faire ça, il va être stressé, faut pas faire ça, il va être stressé, faut pas le stresser, faut pas le faire vivre d'émotions, faut pas qu'il y ait de frustration, faut que... mais la vie, c'est pas une grande ligne plate, là. C'est pas ça. C'est ça. Même nos chevaux, ça a beau être des chevaux, des animaux qu'on considère comme calmes, nos chevaux ont le droit d'avoir des émotions et des émotions intenses. Ça arrive, ça fait partie de la vie, quoi. Oui. Puis s'ils en ont jamais, puis si on les laisse jamais, puis si on les protège, c'est comme nos enfants, si on les protège tout le temps des petites contrariétés, des émotions, des situations, ben, ils apprendront pas à réguler au travers de ça. Aussi. Des fois, c'est malheureux, mais shit happens. C'est ça. La vie, Si ça arrive, faut que tu puisses le gérer. oui, exactement. C'est même chose, la contrainte est une réalité de la vie des chevaux domestiques. C'est pas de leur rendre service que de jamais les exposer à ça pour pas qu'ils se sentent mal au travers de ça. C'est notre devoir de le faire, je crois. Encore là, je parle d'opinion, d'une façon qui va faciliter le processus pour le cheval, mais pas les exposer à aucune contrainte dans aucun genre pour pas qu'ils se sentent mal. Ben, c'est parce que la journée, si vraiment il arrive quelque chose, le cheval, il sera pas prêt. Mais tu te retrouves avec un poney comme le mien qui n'a pas vu d'humain pendant 3 ans, puis qui du jour au lendemain, on l'a fait monter dans un camion. Et je suis encore en train de tenter de rattraper le problème, parce que du coup, il a peur des humains depuis. L'absence d'exposition, quand il y a un problème soudain derrière, eh ben ça peut avoir plein de conséquences. Ouais. Ça crée des traumas notamment. Et je pense que tu connais bien le sujet d'ailleurs. Ben, oui, justement, tu sais, puis on entend beaucoup parler de, tu sais, de l'approche Lima, le moins Mm. intrusif, avec un minimum d'aversif, puis qui est discuté, qui date de longtemps, qui a évolué, puis que je sais que certaines personnes ont changé un peu leur vision du moins intrusif avec un minimum d'aversif, qui est basé à la base sur du renforcement négatif, faire moins puis plus, mais qui certaines autres personnes utilisent l'approche LIMA, même quand on parle de renforcement positif. Et j'ai vu dernièrement qui parlait du modèle LIFE. Oui, j'ai vu passer ça. Puis je trouvais super intéressant, en fait, avec le moins d'inhibition, puis d'être effectif et fonctionnel. C'est quoi déjà? Parce que je le connais pas par cœur. Life, ça veut dire. Least inhibitive, functionally effective. Ouais. Je pense quelque chose comme ça. Fait que un modèle où est-ce que avec le moins, un minimum d'inhibition, comme j'ai testé l'inhibition de Mm. morsure sur mon cheval, je ne l'ai pas fait à coup de claque sa gueule, mais j'ai pratiqué une inhibition ciblée pour mon cheval. Puis d'être fonctionnel, ça n'a pas forcément besoin d'être Mm. parfait, mais au minimum que ça soit fonctionnel parce que Mm. on rend pas service au cheval. Puis j'avais écouté une conférence de Martin Osberger qui parlait du bien-être. Puis on voit souvent cette espèce d'optique-là que le bien-être, c'est comme une ligne, un objectif à atteindre. Sauf que t'as le bien-être momentané, puis t'as le bien-être global, je vais le dire comme ça. Puis plus de bien-être ne favorise pas tout le temps le bien-être. Manger du gâteau favorise ton bien-être momentané. C'est bien, t'es content. Je te nourris que au gâteau parce que t'es bien puis t'es content. Favorise pas le bien-être long terme. Ouais, en effet. Tu sais, bien-être, c'est pas plus que c'est bon, plus que c'est mieux. Tu sais, des fois, Ouais. donner moins de mieux,
Si je te donne moins de gâteaux, peut-être que c'est frustrant, mais donc je diminue ton bien-être court terme parce que t'es frustré, parce que t'as pas de gâteau, mais long terme, tu vas avoir un poids beaucoup plus santé. Donc, comment réguler ça? Puis c'est accepter que des fois, dire non, c'est la meilleure chose qu'on puisse dire, tu sais. Mm. C'est vrai, tout mon questionnement sur les approches qui sont basées sur la relaxation, en fait. Bah oui, mais c'est bien, mais parfois, bah, le cheval, il va remonter, on va sortir. Et s'il est habitué, bah, on est plus dans le bien-être que s'il n'est pas habitué de ces moments de variation émotionnelle, quoi. C'est que ça dépend aussi Mm. de où le cheval part. Aussi. Quand que, il y a des... Ma formation, quand les gens rentrent, la formation est majoritairement théorique. Il y a 3 volets, dont 2 théoriques puis un pratique, parce que je veux pas imposer aux gens ma façon, ma Mm. vision, parce que j'ai pas la vérité du cheval. Je peux enseigner le cheval sans que tu fais comme moi. Donc, il y a un volet théorique avant de tomber au volet pratique. Puis j'ai des personnes qui rentrent et que je fais des accompagnements au travers du Zoom, le temps que leur connaissance théorique soit équivalente, on entende des rééducations. Et la première chose que je vais leur dire, c'est on fait rien avec le cheval. On arrête tout, on coupe tout et on va prendre un moment de pause avant de recommencer. Donc, si on parle d'un point de vue ultime, est-ce que rien faire est la bonne chose à faire pour le cheval? Est-ce qu'écouter le cheval 100% est la bonne chose à faire pour le cheval? La réponse, elle est non. Mm. On en parlait, cette fine ligne. Et dans un optique globale, de mon cheval qui a 6, 7, 8, 12, 14, 18, 22, et que tout ce qu'il a connu de sa vie, c'est juste l'humain qui tire la couverte de son bord, on peut-tu prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois pour tout donner au cheval, sans que ça veut dire que toutes les prochaines années vont être dédiées que au cheval, mais momentanément, tout pousser le focus Mm. sur le cheval pour rétablir un équilibre, pour ensuite repartir sur quelque chose de fonctionnel. Puis je fais le lien avec ce que je disais avec Martine Osberger, tu sais, où est-ce que, ultimement, à court terme, non, on veut pas. À long terme, on veut pas que le cheval décide toujours, tout le temps, tout. Mais des fois, pour rétablir rapidement la balance, c'est beaucoup plus rapide si on pousse tout directement au cheval pour ensuite revenir. C'est rare que le problème est en le contraire, où est-ce que le cheval a toujours tout eu et qu'il Mm. faut lui enseigner à ce que l'humain tire la couverte. Ça arrive. Ça arrive. Bah, sur des poulains qui n'ont pas eu de conditionnement, c'est trop chouette. Oui, mais, dans la vie des chevaux adultes traumatisés qui sont ma clientèle première, c'est rarement ça le problème. Ou est-ce que C'est on ça. passe par une phase où est-ce que, OK, on pousse tout le Mm. focus sur le cheval et ensuite on vient Mm. tirer pour faire l'équilibre. Mais si on n'a pas cette vision globale-là d'équilibre long terme, on se dit juste, ah ben, tu sais, Milly, son approche, c'est on met 100% de focus sur le cheval, puis fuck l'humain, puis on fait plus jamais rien parce qu'elle dit qu'il faut arrêter de mettre de la stimulation sur le cheval. Oui, des fois, temporairement, mais globalement, c'est pas un objectif de vie. Donc, il y a de la nuance. Mais je trouve que c'est ouais, c'est une étape d'apprentissage, l'apprentissage du non. C'est le cheval doit apprendre qu'il a de la place pour s'exprimer, en fait. Et une fois qu'il sait ça, bah, tu peux rechercher l'équilibre avec toi. Mais d'abord, il doit comprendre que bah, il sera toujours pris en compte. Et c'est cet espace où tu dis ne rien faire, c'est ça aussi, c'est que tu construis la capacité du cheval à s'exprimer, à savoir qu'il est entendu. Oui. Oui, puis il y a des personnes qui me disent, ah, tu sais, on revient aux instincts primaires du cheval. On l'a tout vécu, je pense, pendant la COVID avec les séquestrations qu'on a vécues. Ah, excuse, ils nous appelaient ça Les les confinements, confinements. Ah, ouais, excuse, c'était pas de la séquestration, on était pas loin, là. séquestration, ça dit comment tu l'as vécu, hein. C'est un synonyme. Moi, j'étais bien enfermée dans le bois. Mais ouais, les confinements qu'on a vécus, certaines personnes ont vécu ça comme un enfer, d'autres personnes ont vécu ça comme un moment de grâce, où est-ce qu'ils étaient donc contents de finalement pouvoir arrêter et être chez eux. Et les gens me disent souvent, oui, mais si tu laisses le cheval dans le package, il ne voudra plus jamais sortir. Ben, clairement, oui. Si tout ce que tu as à lui proposer quand tu le sors, c'est de le faire chier, oui, il va vouloir rester dans son package. Mais si les instincts sont bien développés, ça peut se développer même avec un cheval à l'arrêt au package. À un moment donné, il y a d'autres programmes qui prennent le dessus, genre le besoin de stimulation. Un moment donné,
comme, OK, mais c'est plate, là, on fait de quoi? Et là, drôlement, on a un revirement de situation où est-ce qu'on tu fais rien avec le cheval et le cheval, un bon matin, se réveille en mode, OK, là, c'est beau, là, le break est fini, puis qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et ce que j'aime de ce moment-là, c'est où est-ce que je récupère la balle, puis je suis comme, ah, ben j'ai plein de trucs à te proposer. Plein d'instincts à développer, d'interactions intéressantes à te proposer, où est-ce que là, on se ramasse drôlement avec un cheval qui veut participer, qui veut. On revient au volontariat, mais parce qu'on a passé par un instinct primaire qui est juste le besoin de stimulation. On en revient aux instincts. On en revient aux instincts parce que sont pas faits pour rien faire. Comme nous, on n'était pas faits pour rien faire, mais les chevaux sont tellement surstimulés qu'on perd ce goût-là à une guillemets saine stimulation équilibrée et qui fait sentir bien, en fait. Ouais. Et quand on retrouve ça avec eux, c'est quand même vachement chouette. Quand le cheval recherche le Hey, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Okay. Oh, t'es là, trop bien! Oui, viens, on va bouger, viens, on va courir. T'sais, comme, ah ouais, OK. Le cheval peut prendre du plaisir à bouger. Viens, on va regarder des trucs. Ah, viens, on sort. J'ai un problème quand je veux jouer avec ma jument, c'est que son copain de près, il est tout le temps collé à nous parce que lui aussi, il veut jouer du coup. C'est pas trop mal comme problème, quoi. C'est le cheval qui veut faire des choses tout le temps. Mais mon amie, qui est la propriétaire de ce poney, ben, quand elle veut bosser son poney, elle jouer avec son poney, ben, ma jument, elle fait pareil. Elle vient dire, ben alors, qu'est-ce que je fais? Donc, on fait des séances à deux poneys parce qu'on en a toujours un qui demande. C'est quand même sympa comme problème, je trouve. Un beau problème, un beau problème. Ouais. Bah écoute, je te propose qu'on termine sur une dernière question, parce que plein des choses sympas sur les instincts et tout. Si tu pouvais choisir qu'un seul concept, qu'est-ce que tu voudrais que tous les humains et toutes les humaines de chevaux connaissent en priorité? C'est quoi ton numéro un? Va être vraiment basique. Puis ça serait la posture d'évaluation. Laisser son cheval regarder. Prendre le 3 secondes que ça prend quand il s'arrête pour regarder quelque chose, sans lui mettre de pression, sans essayer de l'encourager à avancer, sans essayer de le sécuriser, juste ta boîte 2 secondes, puis laisse son cerveau s'activer puis travailler. Pour moi, c'est la base. Oui, se garder en sécurité. Oui, si le cheval va exploser, pas attendre qu'il soit rendu à exploser avant de déconnecter. Mais bien souvent, là, c'est un arrêt. T'es-tu vraiment à 3 secondes près, 10 secondes près dans ta vie, dans tes interactions avec ton cheval, ou est-ce que tu peux pas juste attendre que son cerveau fasse sa job? Pour moi, ça serait la première étape. Laisse-les regarder 2 secondes. Ouais, c'est tout simple, hein. Oui, C'est une bonne première étape pour reconnecter avec ton cheval avec ses instincts. oui. C'est quelque chose de très basique. C'est un pilier comportemental qui va donner accès à plein de choses, mais en étant sans cesse interrompu, on empêche le cerveau d'accéder à différentes fonctions. Puis c'est étonnant, des fois, il arrête, il regarde. On se dit, ah, si je dis pas d'avancer, il avancera pas. Mais quand c'est bien développé, mais non, il va réenchaîner, puis 3 secondes plus tard, il va se remettre à marcher. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes le même truc que moi là? C'est bon, on peut repartir, je suis prêt. Mais oui, absolument. Premier pas, un petit changement, ça. Laisser au cheval le temps d'observer. Oui, lui laisser le temps d'observer. Le deuxième, là, ça serait faire sentir ta main. Ça prend encore là 2 secondes. Fais attention à tes doigts, là, mais faire sentir la main, laisser 2 secondes pour dire bonjour avant de rentrer dans sa bulle, ça fait vraiment une grosse différence. Bah, c'est chouette. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange Ça m'a fait vraiment plaisir. qui est passionnant avec tellement de choses, enfin vraiment très chouette. Donc pour te retrouver, les gens peuvent rejoindre ton groupe Facebook et ta page Facebook. Donc tu as un groupe où tu partages notamment, à un moment tu nous as parlé d'un live que tu avais fait, donc on se retrouve sur ce groupe Facebook. Oui, Et puis, aller voir tes différents webinaires et ta formation sur ton site qui est Espace Cheval Moderne, je crois. yes.
Yes. Fait que le groupe Facebook qui est public, ça s'appelle Bâtir le monde des chevaux de demain. Il y a plein de contenu dessus déjà. Puis je fais des lives régulièrement. Les webinaires, il y en a qui sont disponibles jusqu'en 2025, des nouveaux qui vont sortir. Et il y a une plateforme où est-ce que tous les webinaires qui s'appelle Espace Cheval Moderne Webinaire. Et sinon, oui, sur le site d'Espace Cheval Moderne, où est-ce qu'on retrouve ma formation sur le langage et le comportement équin. Aussi d'autres formations données par d'autres formatrices, notamment sur les pieds, sur le poulinage et l'éducation des poulains. Ok. Merci beaucoup à toi. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager vos retours directement sur les réseaux sociaux, à nous raconter ce que ça a pu vous inspirer dans cet échange-là. Et puis à très bientôt dans un prochain épisode. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leszhevautexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!